Je suis dégoûté. Salut tout le monde, c'est LizTheFaille et bienvenue dans cette vidéo que je voulais vous faire depuis très longtemps. Et vous vous dites, bah qu'est-ce qui lui a empêché de faire une vidéo sur les jeux solo, c'est pas ce qui manque. Il me manquait un jeu et je voulais vous le faire découvrir à travers cette vidéo. Malheureusement, le jeu, entre-temps, en France, est sorti. Et c'est con, mais je le prends un peu comme une défaite. C'est pas grave, je vais quand même pouvoir vous présenter mes jeux solo qui me font pas mal vibrer ces derniers temps, dont celui-ci qui est arrivé un peu tard chez moi et qui est arrivé en France il y a une semaine. Ce jeu-là, j'en parle à la fin de la vidéo, donc vous avez le timecode, vous pouvez directement aller voir ce jeu que j'ai tant attendu. Pour commencer, j'aimerais parler un peu de la notion de jeu solo. Les jeux solo aujourd'hui, c'est un gros phénomène, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeux solo. Si on rajoute à ça les livres dont vous êtes le héros qui étaient déjà des jeux solo et les boîtes à énigmes, les choses comme ça qui sont déjà aussi des jeux solo, ça se démocratise vraiment beaucoup. Et si on rajoute à ça les jeux coopératifs, les jeux coopératifs, la plupart du temps, on peut les jouer en solo. C'est pas le plus amusant, c'est pas le plus grisant, mais c'est le cas. Et pourtant, le jeu solo a très mauvaise image envers pas mal de personnes finalement. Et sincèrement, au début, je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette aversion pour les jeux solo, ce côté à dire « Ouais mais non, mais moi je veux me retrouver avec des amis autour d'une table », ce que je peux comprendre, ou qu'on me donne un autre argument du genre « Oui mais jeu de société, il y a le mot société dedans ». Et à ce moment-là, je peux pas m'empêcher de lui répondre « Mais tu sais, c'est uniquement parce que le mot français dit jeu de société que c'est jeu de société. Parce que si on prend en anglais, c'est jeu de plateau. Si on prend en italien, c'est aussi jeu de plateau. Et si on part en espagnol, c'est jeu de maison. Littéralement, j'entends. C'est uniquement la racine, l'origine de notre mot qui a appelé ces jeux les jeux de société. Aujourd'hui, il faudrait vraiment faire comprendre à toutes ces personnes-là que jeu de société ne veut pas forcément dire jeu avec plein de gens autour de la table. Parce que sincèrement, quand on voit les efforts qui sont faits avec tous les jeux solo aujourd'hui, les jeux exclusivement solo, c'est vraiment dommage de passer à côté de ces jeux qui, pour beaucoup, sont des pépites. Pour moi, la plus grosse difficulté du jeu solo, du joueur soloiste, je vais plutôt dire, en tout cas dans les premiers temps, c'est de sortir le jeu juste pour soi. Mettre en place un jeu juste pour soi, c'est mentalement pas évident. Je sais pas comment vous apprenez vos jeux de société. Moi, quand je peux et quand j'ai l'énergie pour le faire, je mets en place le jeu pour pouvoir apprendre les règles avec le manuel et les objets devant moi. Eh bien, pour le jeu solo, il faut le faire à chaque partie, rien que pour vous, et c'est vrai que ça peut ne pas être évident de se dire je vais mettre un jeu juste pour moi. Pour autant, c'est vachement dommage de passer à côté de ces jeux-là, parce qu'il y en a des vraiment très très intéressants. Aujourd'hui, je vous en ai sélectionné 5, que c'est original, qui ont été pour moi de sacrées découvertes, notamment parce que ils m'ont fait comprendre que le jeu solo, c'était très intéressant. On commence sans plus tarder par le premier jeu. Le premier jeu, je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai parlé il y a 1 an sur cette chaîne, et entre-temps, non seulement on est dans une vidéo jeu solo, donc j'en reparle, mais entre-temps, surtout, je les ai terminés, et donc je peux en parler un peu plus. Ces jeux-là, ce sont les Maze Escape. Les Maze Escape, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les escape games. Il y aura peut-être une deuxième vidéo sur les escape games un jour. Je l'avais présenté comme étant un jeu de labyrinthe inspiré des œuvres encore une fois de cet auteur dont j'ai oublié le nom. En plus, il a un nom assez compliqué. Contrairement au nom de l'auteur de ce jeu, de ses auteurs, à savoir Pablo Céspedes et Victor Hugo Cisternas. Et ça me rappelait un peu un jeu vidéo qui s'appelle Monument Valley, où le but était de résoudre des énigmes, des chemins avec des escaliers, des trucs comme ça, de ce genre de design. Maze Escape, ce sont des labyrinthes. Ce sont simplement des labyrinthes, et c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre de se dire je vais acheter un jeu juste pour un labyrinthe. C'est effectivement juste un labyrinthe, mais c'est un labyrinthe extrêmement malin. Comment fonctionne Maze Escape? On a 7 labyrinthes regroupés en 7 plateaux, en papier donc plus ou moins, qui vont pouvoir s'ouvrir, se déplier de plusieurs manières et se replier de plusieurs manières. Le but du jeu, partir d'un point A à un point B, et souvent il va falloir faire des objectifs secondaires pour pouvoir atteindre le point d'arrivée de ce labyrinthe. On n'est pas obligé de faire toujours les sous-objectifs, mais c'est quand même grisant de se dire
dire putain j'ai fait tout le labyrinthe. Ce qui va être ultra grisant, c'est à quel point il faut déplier, replier, etc. Parce que on a un stylet qui nous permet de savoir où est-ce qu'on se déplace et on ne peut pas déplier une feuille ou replier une feuille si notre stylet est sur cette même feuille. Et donc on va vraiment galérer parfois à est-ce que il faut que j'aille ici pour pouvoir relever ce plateau là ou est-ce que je vais ici, est-ce que dans l'autre sens ça marche, est-ce que enfin voilà, on va déplier, replier ce papier dans tous les sens. Celui qui a un Maze Escape pas déchiré du tout, bravo à toi. La fois où je vous l'ai présenté, je vous ai présenté Labyrinthos que depuis j'ai terminé. En plus de ça, j'ai découvert qu'il y avait quelques erreurs dans ce Labyrinthos. Il y a 2 objets qui sont inatteignables. Je suis resté 1h30 sur un seul objet, sur la recherche d'un seul objet du niveau 4 ou 5, je sais plus. Et au bout d'un moment, je me dis, mais merde, je suis con, enfin, c'est pas possible, comment ça se fait, moi? Enfin, je vois bien quel objet là, faut quand même que je puisse y aller, merde. Et en fait, il s'est avéré, après quelques recherches sur internet, et notamment Board Game Geek, que l'auteur a fait un post en disant, eh bien, désolé, il y a 2 erreurs, et ces 2 erreurs, c'est ce niveau-là avec cet objet-là, et ce niveau-là avec cet objet-là. Donc, ne vous affolez pas si Maze Escape, il y a 2 objets que vous ne pouvez pas récupérer, en tout cas dans celui-ci. Pour ce qui est du Ariane, alors des 2, j'ai préféré le Ariane. Et pourtant, waouh, qu'est-ce qu'il est dur! Maze Escape Ariane a pour moi une difficulté beaucoup plus progressive. On a des niveaux au début qui sont très simples, et plus on va monter, plus ça va être compliqué. Et notamment le niveau 6 et le niveau 7. Ce niveau 6 et niveau 7 sont extrêmement frustrants parce qu'en fait, je vous montre le papier déplié complètement. La partie que vous voyez tout en haut est très difficile d'accès. Il faut trouver le chemin parfait pour pouvoir atteindre cet accès en haut et à partir du moment où vous l'avez trouvé, c'est bon, vous pouvez assez facilement continuer. Mais qu'est-ce que ça a été une galère le niveau 6 et 7 de ce jeu-là. Mais par contre, il est beaucoup plus grisant. Visuellement, je le trouve bien plus intéressant et j'espère qu'il y en aura d'autres des Maze Escape. Yellow, si vous m'entendez, et je pense que vous m'entendrez dans cette vidéo, s'il y a d'autres Maze Escape, je suis ultra preneur parce que waouh, j'adore Maze Escape, j'adore vraiment. J'en enchaîne pas plus d'un dans une session parce qu'en fait c'est des jeux où justement notre œil est très concentré. Autant pour les premiers niveaux c'est extrêmement simple, mais le 6 et 7 par exemple j'étais incapable de les enchaîner. Donc voilà les Maze Escape que je vous conseille en jeu solo, ça vous prendra un petit temps et c'est vrai que après les avoir finis, tristement c'est des jeux qu'on ressortira peut-être pas. C'est un aspect dont j'aimerais parler sur les jeux solo, c'est ce côté est-ce qu'on y retourne ou est-ce qu'on n'y retourne pas. Finalement, on se retrouve dans le même dilemme qu'avec le jeu vidéo. Mais à l'inverse, le jeu vidéo a commencé plutôt en étant des jeux solo. Et aujourd'hui, le jeu vidéo a plutôt tendance à faire des jeux multijoueurs, des jeux en ligne, des jeux voilà pour se fighter la gueule, ce genre de choses. Le jeu de société, c'est plutôt le parcours inverse, c'est-à-dire qu'on a des jeux vraiment multi qui ont commencé multi et aujourd'hui, la tendance s'inverse à faire des jeux solo. Jeux solo qui ont cette tendance parfois malheureusement, comme les jeux vidéo, à on l'a fini, on n'y retourne plus. C'est le problème des jeux solo, c'est le problème de ce genre de jeu de manière générale. Pour autant, ils ont parfois quelques astuces pour nous faire revenir, notamment celui-ci où il faut refaire en entier en chopant tous les lampadaires. Et dans les autres, vous verrez, il y a quelques petites astuces aussi. Le deuxième jeu est un jeu qui a fait un petit peu crier et qui a été déjà présenté sur une très grosse chaîne de jeux de société en un sens. Il s'agit de la chaîne C'est quand qu'on joue de Fabien Olicard. Il a déjà parlé de ce jeu, je l'aime bien, je l'aime pas mal même. Il est tout petit et il va représenter pas mal de choses des jeux solo finalement. Il s'agit de One Card Dungeon. Alors vous voyez que passer de la vidéo jeu de conquête à jeu solo, on n'est pas sur la même taille de boîte, vraiment. One Card Dungeon, il s'agit de ce genre de jeu extrêmement minimaliste. Il y a un plateau qui est représenté par une carte que vous pouvez tourner dans un sens, dans un autre, puis dans un sens, puis dans un autre sens. C'est un jeu de Barney Skinner et Barney Skinner, il faudra qu'on parle évidemment. Je vous explique ça après. Et One Card Dungeon, c'est surtout pour moi
un exemple de faire un jeu avec le minimum de choses. One Card Dungeon est un jeu de gestion de dés. Je sens que j'en ai fait partir plus d'un avec cette phrase, où le but est de traverser un donjon représenté sur une seule carte et à chaque niveau du donjon, il va falloir tuer les différents ennemis qui sont présents. Notre personnage est représenté par ce dé vert, les monstres sont représentés par des dés rouges, nos caractéristiques sont représentées par ces dés blancs et nos jets de dés par tour seront avec ces dés noirs et on les placera sous nos caractéristiques pour les améliorer. Le jeu se compose de 12 niveaux. Le principe, c'est qu'on va faire d'abord un niveau dans ce sens, puis un niveau dans ce sens-là, puis dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Ensuite, on revient au premier niveau, mais cette fois avec la deuxième valeur des monstres, c'est-à-dire il y aura plus de monstres sur le plateau, pour arriver finalement à 12 niveaux, et les 12 niveaux sont pas évidents. One Card Dungeon, pendant pas mal de temps, il s'agissait d'un jeu que je considérais comme impossible. Quand on se penche dessus, quand on joue, quand on fait avec les règles qui sont données, etc., le jeu est complètement infaisable. Et c'est pas une histoire de il faut forcément des gros jets de dés, il faut forcément avoir réussi à fond tout ce qui s'est passé avant. Non, 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 non. Là, c'est vraiment une histoire de le dernier niveau, les monstres sont quasiment obligés de vous mettre 2 PV si on compte la règle comme elle est écrite là-dedans. Et il s'est avéré en fait que la règle, l'auteur, il a fait une petite erreur aussi. C'est pas tout à fait une erreur qu'il a fait, mais s'il n'a pas assez précisé quelque chose. En effet, le jeu se passe sur des cases. Ces cases, eh bien, si on est adjacent à un ennemi, on va pouvoir l'attaquer. Si on est en diagonale à un ennemi, on va pouvoir l'attaquer aussi. Mais, et c'est ce mais qui est très important, dans la règle, il est noté, si une ligne peut être tracée de n'importe quel coin de votre case à n'importe quel coin de la case d'un monstre sans passer par une case mur ou par celle d'un monstre, vous avez une ligne de mire. Ce que ça signifie, c'est que, voilà, on trace d'un coin à un coin, si on voit, c'est bon. Sauf qu'en réalité, eh bien, l'auteur a bien fait comprendre qu'il n'avait pas exactement bien précisé la chose. L'auteur sur Board Game Geek a aussi fait un petit communiqué pour parler un peu de tout ça. En réalité, il faut pouvoir relier n'importe quel coin de la case à n'importe quel coin de l'autre case qu'on vise. Et donc, par exemple, si on est ici, avec un mur à côté de nous, on ne peut pas attaquer l'araignée ou l'ennemi qui est en diagonale ici, puisque ce coin-là ne peut pas rejoindre ce coin-là. Et ça change énormément de choses. Par exemple, le premier niveau, les araignées ont une portée de 3. Dans ce jeu, une portée de 3, ça signifie une diagonale. Donc, quand on était dans ce cas-là, eh bien, cette araignée pouvait nous taper, et cette araignée pouvait nous taper, avec l'ancienne règle. Avec les règles corrigées par l'auteur sur Board Game Geek, cette araignée-là ne peut pas nous attaquer. Et ça change aussi beaucoup de choses pour le dernier niveau, où les ennemis ont 5 de portée, à savoir une case plus une diagonale potentiellement, ou si on se mettait là, ils ne pouvaient pas nous toucher, alors qu'avant, oui. One Card Dungeon, c'est un jeu qui, dès que j'ai découvert cette règle, j'ai fait « Waouh, le jeu est vachement plus faisable !» Il y a des niveaux extrêmement durs, il y a des niveaux extrêmement grisants, surtout quand on réussit à les faire, et il y a plein de manières de réussir le jeu, et pour le coup, avec cette nouvelle règle, on voit beaucoup plus d'horizons possibles. Ce jeu est très grisant parce qu'en fait, il y a vraiment cette montée en puissance, cette progression au fur et à mesure du jeu. Quand vous commencez à déjà mettre 2 dégâts à un ennemi, vous faites « Oh putain, c'est génial, j'avance beaucoup plus vite, je suis beaucoup plus fort. » Et surtout, quand on arrive sur les derniers niveaux, qu'on commence à galérer et qu'on arrive presque à la fin, eh ben c'est encore plus grisant parce que, voilà, on a battu ce jeu, quoi. Ce jeu-là propose un peu de rejouabilité puisqu'il propose non seulement une partie à 100 choses différentes, et après vous pouvez choisir une classe de héros, un paladin, une sorcière, etc., qui vous ajouteront une capacité utilisable une fois par partie, notamment la plupart du temps, et cette capacité ajoute un peu plus de facilité quelque part, mais en même temps un petit peu plus de différence de gameplay. Ce jeu-là est effectivement un jeu de gestion de dés, il peut peut-être vous rebuter. Je tiens à dire quelque chose justement, on arrive dans un autre aspect des jeux solo. Les jeux solo proposent très souvent, pas tout le temps, de l'aléatoire. Mais dans pas mal de jeux solo et dans tous les autres que je vais vous présenter, eh bien, effectivement, il y a de l'aléatoire. Est-ce que pour autant c'est mauvais? Non, parce qu'en fait, c'est de l'aléatoire qu'il faut gérer. Il faut s'adapter à l'aléatoire qu'on nous propose. Et évidemment, si sur 5 dés, si sur 10 dés, vous faites que des 1 de merde, forcément que vous allez râler. Mais ces probabilités sont assez fines et surtout, le but, c'est de s'adapter
s'adapter à cette difficulté et à cet aléatoire. Ce sont des jeux qui ajoutent de l'aléatoire aussi pour une chose, c'est rallonger la durée de vie. Si toute la partie vous faites que des 6, forcément le jeu sera beaucoup plus court. C'était le cas aussi pour les vieux jeux vidéo, où les jeux vidéo étaient très durs justement pour allonger la durée de vie. En tout cas avec One Card Dungeon, on a là un jeu finalement relativement court, puisque les 12 niveaux vous allez les faire en 1 heure maximum peut-être. Mais pour autant, que ce soit par le prix ou par l'expérience en elle-même, je considère que c'est un jeu qui vaut le coup, malgré tout. On enchaîne avec un jeu qui n'a pas de dés. Ouais, trop bien, pas de dés, pas d'aléatoire. Mais il y a quand même de l'aléatoire. Quoi ? Et oui, parce que ce jeu-là n'amène pas la même aléatoire, il s'agit d'une aléatoire plus de prise de risque, puisque ce jeu que je vous présente maintenant, c'est Maki. Maki, le jeu de la résistance française. Maki, c'est un jeu que Jian m'avait présenté il y a longtemps maintenant, que j'ai mis du temps à acheter. Il est pas donné, enfin en tout cas, je trouve que le prix est difficile et rebutant, puisqu'il fait quand même 37 € je crois. Mais quand même, waouh! Quelle inventivité! Il s'agit d'un jeu de Jack Staines, et c'est un jeu considéré de pose d'ouvrier. Un pose d'ouvrier en solo, mais ça veut dire qu'en fait, le principe du jeu de pose d'ouvrier, c'est on prend une place et l'adversaire ne peut pas y aller. Donc quel intérêt si on est tout seul finalement? Je vais vous expliquer ça. Le jeu est en effet un jeu qui coûte 37 €, pour autant le matériel est là. Regardez-moi l'épaisseur de ce plateau déjà pour commencer. On a des tokens, on a des petits meeples qui représentent nos ouvriers, un nombre de jours, des lieux, des cartes patrouilles et des cartes missions. Le but du jeu, accomplir 2 missions. Ces 2 missions sont placées au-dessus du plateau, ce sont parfois des cases sur lesquelles vous pouvez aller, comme une case d'ouvrier, pour pouvoir accomplir différentes missions. Les missions, il y en a plein dans la boîte. Ces missions, par exemple, ça va être d'amener, je sais pas, un de nourriture à telle journée. Ça, c'est un peu simple comme mission, mais globalement, vous avez compris l'idée. À chaque tour, on va poser un de nos ouvriers sur n'importe quelle case du plateau. Seulement voilà, après chaque pose d'un ouvrier, on va piocher une carte patrouille. Cette carte patrouille va nous dire où est-ce qu'une milice, une patrouille, va se poser sur le plateau. Si un des emplacements est déjà occupé, on passe au deuxième emplacement demandé par cette carte, puis le suivant, etc. Et donc ça va bloquer des cases sur le plateau et on pourra pas tout faire. Truc un peu plus vicieux, si jamais le milicien veut se placer sur une des cases sur laquelle il n'y a pas de place, eh bien le milicien va repasser sur ces cases et prendre directement la première où il y a un de nos ouvriers et le capturer. Donc on peut perdre nos ouvriers comme ça, c'est un peu pénible. Lorsqu'on a placé nos 3 ouvriers sur le plateau et que donc on a placé un certain nombre de patrouilles, nos ouvriers vont devoir rentrer à la maison. Et oui, ils ne peuvent pas faire leurs effets de case s'ils ne peuvent pas revenir à la planque. Et donc vous avez compris, si les patrouilles bloquent le chemin retour des ouvriers, ils ne pourront pas accomplir leur mission et même pire, ils vont être capturés. Donc au prochain tour, vous aurez moins d'ouvriers, etc. Le seul moyen de passer à travers une patrouille, c'est d'utiliser un jeton arme. En utilisant un jeton arme, eh bien ça va monter la valeur de soldat qui rajoutera un soldat à la place d'une milice lors des patrouilles. Et ces soldats ne peuvent pas être tués, bref. Oui, on peut le faire, mais ça va être de plus en plus difficile si jamais on le fait. Maki. Waouh. Waouh. Waouh! Autant c'est pas le plus simple pour moi à sortir parce que je le trouve moins grisant que d'autres jeux, mais par contre c'est un vrai casse-tête mental. Déjà, je vous dis, il y a de l'aléatoire. Effectivement, l'aléatoire en fait se situe au niveau de ces cartes patrouilles. Le seul moyen de gérer un peu cet aléatoire, c'est qu'en fait on a la liste des cartes patrouilles qui sont dans le manuel. Chaque lieu ne peut être patrouillé que 3 fois maximum dans le deck de patrouille, et donc on sait que si 3 fois le lieu, le Pont-l'Évêque est passé, eh bien on peut se dire bon, le chemin jusqu'à Pont-l'Évêque, il est libre. Et ça seulement si la pioche n'a pas été remélangée. C'est un jeu qui du coup demande de vraiment se demander ah, est-ce que je vais là? J'ai vraiment quand même besoin d'aller là ce tour-ci? Est-ce que je prends le risque ou pas d'y aller, sachant que je pourrais me faire bloquer par des miliciens? C'est très voilà, fourbe comme jeu, parce qu'on va avoir cette envie de toujours accélérer, d'aller plus vite, alors que parfois il faut prendre son temps. Le problème c'est qu'en prenant son temps, on perd du moral, et donc il y a plus de miliciens qui y patrouillent un petit peu partout. Waouh, c'est un jeu qui est pas évident du tout. La première partie, la partie tutoriel, il y a 2 missions niveau 0. Ces 2 missions déjà sont pas évidentes quand on commence le jeu, et au bout d'un moment quand on a compris comment ça fonctionne, les 2 missions sont extrêmement simples. Ensuite j'ai fait une partie avec 2 missions de niveau 1 étoile, et waouh, la difficulté a monté d'un cran absolu, et je crois que j'étais à 2 ou 3 jours de perdre, un truc comme ça, parce qu'on a cette piste sur le côté qui
si on arrive au jour 15, eh bien nous avons perdu. On perd aussi si on n'a plus d'ouvriers, mais c'est surtout pour dire qu'il y a quand même une notion de temps en fait. Oui, on doit prendre notre temps pour faire les missions, mais pas trop parce que sinon ça va être compliqué. Donc il y a une longue durée de vie avec ces missions et surtout on peut les mélanger un peu dans le sens qu'on veut. Mon seul regret est qu'il n'y ait pas de scénario. C'est vrai que dans ce genre de jeu, j'aime bien que qu'on m'oriente, on va dire, vers quelque chose. Donc Maki, je vous le conseille fortement. En tout cas, encore une fois, c'est un jeu solo. Effectivement, il faut se poser, mettre en place, etc. C'est pas le jeu le plus long à mettre en place. Il faut tout sortir et après, c'est quasiment parti. Ça dit des parties de 30 minutes. C'est franchement à peu près ça. Et franchement, vous en avez pour votre argent, sincèrement. Ah, l'avant-dernier jeu de cette sélection. Et là, du coup, je fais un petit merci Yellow pour l'envoi de ce jeu. Merci Yellow parce que c'est un jeu que j'avais dans le collimateur depuis très longtemps, que j'avais très envie de jouer. Ce qui m'attriste, c'est que c'est quand même le même prix que Maki, quoi. Et pourtant, il y a beaucoup plus dans ce jeu-là que dans Maki. C'est un autre jeu de gestion de dés. Oui, je fais encore fuir plein de gens parce que c'est de la gestion de dés, mais quelle gestion de dés, quelle... Waouh, qu'est-ce que c'est bien! Ce jeu-là est un peu plus connu, il s'agit évidemment de Under Falling Sky de Thomas Ulir. Merci encore une fois Yellow de m'avoir envoyé ce jeu. Quand je voyais Yellow Expert, quand je voyais surtout pas mal de gens en parler, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grisant de jouer à ce jeu. Et surtout aussi complexe, mais qu'est-ce que c'est bien! Under Falling Skies, c'est un jeu qui reprend plus ou moins le principe du Space Invader. On a des vaisseaux qui vont descendre sur une frise jusqu'à atteindre une ville qu'on doit protéger. Le but du jeu étant de monter cette piste technologie jusqu'au bout et de survivre surtout jusqu'à l'augmentation de cette technologie. Car les vaisseaux vont descendre et si on ne les détruit pas, eh bien ils vont nous mettre des dégâts et ça va pas être ouf, et pire, le vaisseau mère va descendre au fur et à mesure de la partie, et à partir d'un certain stade, nous avons perdu la partie. Oh, qu'est-ce qui est fabuleux dans Under Falling Skies. Déjà, je tiens à souligner un truc, beaucoup d'éditeurs commencent à faire vraiment cet effort. Ici, on peut voir que c'est pour la poser dans ce sens-là, et ici, c'est pour la poser dans ce sens-là. C'est génial. J'ai vu ça aussi sur Dice Throne qui a été fait comme ça. Vraiment, bravo pour cette idée d'édition. Alors, on va arrêter de parler d'édition, même si globalement, ce jeu-là, niveau édition, le jeu est quand même très bon aussi. On a cette piste très grande qui fait un peu peur au début, puisqu'on se demande, waouh, on va avoir la tête qui fait haut, bas, haut, bas, haut, bas. On le fait quand même pendant toute la partie, mais le plateau est extrêmement visible et lisible surtout. Comment que ça fonctionne le petit Under Falling Skies? Je vous ai dit que c'est un jeu de gestion de dés. Eh bien en fait, c'est exactement ça. On va balancer à chaque tour tous nos dés. On a 3 dés gris, 3 dés blancs. Le principe c'est quand on a utilisé un dé gris, il ne se passe rien. Quand on a utilisé un dé blanc, on rebalance tous nos dés qu'on n'a pas placés sur le plateau. Donc parfois on doit vraiment penser à putain, je vais pas en avoir besoin. Donc bon, je vais placer mon dé blanc pour pouvoir rebalancer. Ou ah mince, je vais utiliser tous mes autres dés, je vais être obligé de rebalancer un moment. Donc je vais placer ça plutôt que ça. Déjà, il y a cet aspect-là. En plus de ça, dans la plupart des jeux de gestion de dés, on a toujours envie de très grosses valeurs de dés. Sauf qu'ici, eh bien... si on met des grosses valeurs de dés tout le temps, on va pas s'en sortir. Car à chaque tour, on va devoir placer un dé par colonne, et ce dé va faire déplacer du même nombre de valeurs que le dé, le vaisseau qui est dans la même colonne que ce dé. Donc si je place un 5 dans cette colonne, le vaisseau ou les vaisseaux dans cette colonne vont se déplacer de 5 cases. Sauf qu'il y a des cases sur le plateau où on n'a pas envie que les ennemis tombent, et surtout on a des cases sur le plateau où on a envie que les vaisseaux tombent. C'est ces cases-là, avec des petites explosions, ce sont les endroits où on va pouvoir tirer sur les vaisseaux. Avec des cases rouges comme ici, et tout simplement il faut atteindre la valeur qui est sur la case explosion du monstre pour pouvoir les détruire. Donc par exemple on a envie de mettre un 6 en recherche sur cette colonne, sauf que le vaisseau qui est ici, soit il va nous déglinguer la gueule, soit il va arriver sur une case qu'on n'a pas envie. Il y a des cases qui font avancer le vaisseau mère, donc qui nous rapprochent de la fin de partie. Bref, le jeu nous met toujours dans des dilemmes à dire ah est-ce que j'avance à fond la recherche ou est-ce qu'au contraire il faut que je patiente et que j'y aille un petit peu plus doucement, ce genre de choses. On est dans ce genre de jeu où on se dit en permanence merde j'ai envie d'avancer beaucoup plus vite sur cet aspect là, sauf que les monstres ils sont en train d'y arriver. Le dernier aspect du jeu un peu fourbe, c'est qu'en fait toutes les cases ne sont pas disponibles dès le début de la partie. On va avoir une excavatrice qui est placée sur ce plateau où on place nos dés, et cette excavatrice
l'excavatrice, il va falloir la faire avancer, pareil, avec un dé qu'on va placer après l'excavatrice. Et ce dé-là qu'on va placer après l'excavatrice, il va aussi compter dans la valeur de 1 dé par colonne. Donc encore un dilemme supplémentaire, est-ce que j'excave mais malheureusement je peux pas utiliser les cases au-dessus, ou est-ce que j'utilise les cases au-dessus parce que c'est trop important pour ce moment-là? C'est ultra grisant pour toutes ces choses-là. Rajoutez à ça qu'il y a différentes villes à protéger, chaque ville a un petit pouvoir qui peut parfois servir ou non. Et le jeu propose un truc assez malin, c'est si on a perdu la partie, on retourne la case de notre ville sur la phase détruite, et cette phase détruite donne un pouvoir un petit peu plus fort. Là où ils sont encore plus malins, c'est... Waouh, c'est un jeu à campagne. Ce jeu-là, la première fois que vous l'ouvrirez, vous aurez un manuel qui dit attention, ne sortez pas tout de la boîte, car il y a des éléments qui sont propres justement à la campagne et il nous conseille justement de découvrir le jeu avant d'attaquer la campagne. La campagne propose de choisir plusieurs embranchements scénaristiques et on va devoir choisir à chaque fois un et on va devoir délaisser l'autre. Donc on aura une ville en moins et donc pour cette campagne on pourra pas la jouer, mais on pourra recommencer la campagne, c'est là où c'est malin. On aura un personnage avec un pouvoir one-shot qui souvent est très très puissant, de nouvelles villes, des règles supplémentaires pour la partie, des règles supplémentaires tout court, par exemple le vaisseau orange qui arrive dans la campagne uniquement, et on n'a que 2 parties à chaque fois pour réussir un scénario et savoir si oui ou non on a défendu la ville ou pas, et ça va ajouter des choses par rapport au scénario suivant. Under Falling Skies, c'est pour moi un exemple de ce genre de jeu solo qui propose déjà une grosse rejouabilité, un aspect évolutif dans les parties et une réflexion extrêmement maligne. Qu'est-ce que c'est malin et qu'est-ce que ça demande? Une vraie observation très fine. Je remercie encore une fois Yellow de me l'avoir envoyé parce que j'avais très hâte d'y jouer. Il coûte une 30aine d'euros. Donc vraiment, vu le matériel qu'il y a à l'intérieur, si on compte toute la campagne en plus, c'est pour moi un des meilleurs jeux solo que j'ai actuellement. Et à chaque fois que je le sors, c'est vraiment un grand plaisir d'y jouer. Et surtout, ça fait partie de ces jeux qui sont extrêmement agréables à mettre en place puisqu'ils se mettent en place extrêmement rapidement. Donc Under Falling Skies, à ne pas rater. Quand vous arrivez à placer tous les vaisseaux ennemis sur les phases d'explosion et que vous les détruisez tous d'un coup, oh, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. C'est pas le plus simple des jeux, mais les jeux solo, pour moi, sont faits pour être durs, comme les jeux coopératifs. Et on arrive enfin au dernier jeu de cette sélection. Je l'attendais depuis 1 an, c'est vrai que du coup c'était un Kickstarter qui a mis 1 an, c'est assez court finalement. Il s'agit d'un jeu qui est sorti la semaine dernière, donc je vais pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. Je suis dégoûté parce que j'étais censé être un des premiers à en parler. Alors effectivement, le jeu, on l'a déjà vu un peu passer partout, mais pas en termes de sortie française. Il s'agit du jeu... Oh putain, cette boîte, oh, elle est énorme. Et j'en ai pris qu'une seule. Il s'agit du jeu Final Girl. Et oui, j'ai dit que j'avais pris qu'une seule boîte parce qu'en réalité, il y en a une deuxième qui est là. Je vais en poser une et je vous explique ça avec les petites boîtes pour commencer déjà. Oui, parce que, eh bien, vous avez vu cette boîte de Final Girl, effectivement, elle est un peu plus grosse que celle que vous avez vue en magasin dernièrement, depuis la semaine dernière. Parce qu'il s'agit tout simplement du all-in que je viens de vous montrer. Oui, ça prend 2 grosses boîtes. Mais 2 grosses boîtes assez malignes puisqu'en fait, elles sont pensées pour rentrer dans une case de Kallax. Bravo pour cette ingénierie. On va sortir les boîtes intéressantes. Final Girl, ou plutôt Final Girl, est un jeu solo. Je l'attendais tellement. Final Girl, là je l'ai en anglais du coup, puisque moi je l'ai kickstarté le jeu. Aujourd'hui ce jeu est édité chez Don't Panic Games, et ça fait extrêmement plaisir finalement quand même de se dire que le jeu peut être accessible à tous facilement. Mais un truc qui fait très bizarre par rapport à ce jeu, c'est qu'en réalité le jeu ce n'est pas ça, mais c'est plutôt ça. Ou plutôt ça, par exemple. Oui, le truc un peu bizarre avec ce jeu, c'est que vous ne pourrez pas jouer juste avec ça. C'est la boîte de base, mais en réalité, une boîte de base donne les éléments principaux pour jouer au jeu, mais en fait, il faut la mélanger avec une boîte de scénario, une cassette. Je commencerai cette présentation de Final Girl en disant « C'est, pour moi,
le Planet Apocalypse du jeu solo. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Planet Apocalypse, alors c'était le bon moment pour en reparler. Pour ceux qui n'ont pas suivi tout ce trouin-toin autour de Planet Apocalypse, qu'est-ce que j'aime dans Planet Apocalypse? C'est cet aspect coopératif difficile, mais grisant, et surtout, quand on réussit à gagner, on est extrêmement fier. Et on sait qu'on a mérité notre victoire. Et Final Girl, c'est exactement la même chose. Final Girl est un jeu solo dans lequel vous contrôlez une Final Girl. La Final Girl, c'est le dernier personnage qui affronte le tueur dans un slasher movie. C'est un jeu de Eiji Porfirio et Evan Derrick. Le but est de tuer le tueur, et pour ça on va devoir soit s'équiper, soit sauver des victimes, acheter des cartes beaucoup plus puissantes pour vaincre le méchant, etc. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu l'édition de ce jeu qui est magique. Vous avez ici en réalité non pas juste une boîte mais le plateau du tueur. Avec les éléments du tueur qui sont placés ici, la petite boîte voilà ici qu'on enlève pour pouvoir ensuite retourner la boîte pour sortir cette deuxième plaque qui est en réalité le plateau de jeu. Avec les éléments du lieu, etc. qui sont aussi ici. Donc en termes d'ergonomie de boîte et de plaisir de mise en place, on est quand même sur un niveau pas mal quoi. Après, je vous le cache pas, il s'agit du jeu peut-être le plus fastidieux à mettre en place de tous ces jeux que je vous ai présentés. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui demande de mettre en place la boîte de base avec différents jetons par-ci par-là. À côté de ça, on a des cartes terreur qui sont d'un côté pour le tueur, de l'autre côté pour le lieu. Il faut en sectionner un certain nombre, les mélanger, ce genre de choses. Pareil pour les items, il faut les mélanger, en sélectionner un certain nombre, les placer sur le plateau. Bref, effectivement, c'est peut-être le jeu le plus fastidieux à mettre en place. Mais quand il est mis en place, oh, qu'est-ce que c'est bien! Au niveau du gameplay, comment ça se passe? On a une main de cartes avec des cartes de base au départ et à côté une rivière de cartes. On n'est pas tout à fait sur du deck building. Le principe c'est qu'on va utiliser des cartes pour dépenser un certain nombre d'unités de temps. Ces unités de temps vont être perdues parfois en faisant des actions, mais vont surtout être perdues au moment d'acheter des cartes. Les cartes que l'on a jouées sont perdues et vont se remettre dans la rivière de cartes au prochain tour. Et donc on va acheter des cartes. Quand on les joue, elles retournent dans la rivière de cartes, donc on peut pas les racheter tout de suite. Et on va devoir toujours jauger entre est-ce que je joue mes cartes, est-ce que j'en garde pour le prochain tour. Le problème c'est qu'en faisant passer les tours, le tueur devient beaucoup plus puissant et toutes ces interactions là avec ces différentes cartes vont être gérées avec un plateau sur lequel il y a le tueur à un endroit, votre Final Girl à un autre endroit, des victimes un peu placées un peu partout. Cette mise en place peut changer avec une carte setup. Il y a des lieux sur le plateau où on va pouvoir rechercher les objets, ce sont ces lieux en orange et ces lieux en orange ont un paquet d'items associés et donc on va pas pouvoir trouver les mêmes objets d'un lieu à un autre. Et il y a des cases vertes sur lesquelles vous pouvez sauver des victimes, les victimes vous suivent, et si elles sont avec vous sur des cases vertes, elles vont pouvoir être sauvées, et donc elles vont pouvoir être mises sur votre carte de Final Girl, afin que votre Final Girl soit plus puissante, jusqu'à ce que votre Final Girl récupère son pouvoir spécial. Ça a l'air rien, mais Final Girl, c'est... waouh! Là, il faut que je vous parle aussi d'autre chose, évidemment, c'est notamment la gestion du méchant. Le tueur, à chaque tour, va pouvoir effectuer des actions, il a une carte terreur qui lui fait faire d'autres actions. À chaque fois qu'il tue des victimes, il va pouvoir monter en puissance. En plus de ça, au bout d'un moment, il va débloquer un pouvoir supplémentaire qui est sur une case, et s'il n'y a plus de carte terreur, il va débloquer son autre carte qui va lui augmenter sa puissance énormément. Et ces cartes-là changent à chaque partie, parce qu'il y en a plusieurs par méchant. Et rajoutez à ça surtout que il y a une piste de points de vie autant pour vous que pour le méchant, et ces points de vie, il y a un petit twist supplémentaire. Le dernier point de vie qui est ici est un jeton, et ce jeton, lorsque vous le retournez, parfois il y a des petits cœurs et parfois il n'y en a pas. C'est pour rappeler les slasher movies avec les fameuses scènes où vous tuez le méchant ou vous vous faites tuer. Et en fait non, il n'est pas encore mort. Si jamais il y a des cœurs sur ce jeton, vous allez devoir lui remettre un peu de dégâts. Ou inversement, vous avez peut-être une chance de survivre si jamais il vous reste des cœurs. Qu'est-ce qui est grisant dans Final Girl, finalement? Déjà, les tours de jeu sont nerveux, sont puissants, sont très forts, puisqu'on a cette gestion de main, cette gestion de cartes qui amène quelque chose de très fourbe à se dire « Putain, j'ai envie de faire ça, mais ça va être compliqué ». Effectivement, on est aussi encore sur un jeu de
dés. Alors c'est pas de la gestion de dés, puisqu'ici on va pas placer des dés, etc. Par contre, on va avoir des tests de compétences. À chaque fois qu'on joue une carte, il y a un test de compétences à faire relié à cette piste d'horreur et ça représentera le nombre de dés que vous balancerez. La plupart du temps, vous balancerez 2 dés, donc on balance 2 dés. Si on fait 1 ou 2, on ne fait rien. Si on fait 5 ou 6, on fait une réussite, c'est les étoiles. Et par rapport au nombre de réussites, on va avoir un résultat d'action. Le truc un peu malin du jeu, c'est que si on fait un 3 ou un 4, on a la possibilité de faire un succès supplémentaire si on défausse 2 cartes de notre main. Donc souvent, on va peut-être parfois acheter des cartes ou récupérer des cartes parce que les cartes gratuites, les cartes de base, on peut les récupérer, mais seulement au tour d'après, comme je vous ai expliqué. Et ces cartes-là, on va s'en servir uniquement parfois justement pour récupérer des réussites supplémentaires. Et donc parfois, on va se dire, ah putain, je peux réussir à faire 2 réussites. Le problème, c'est que si je fais 2 réussites, eh bien, il faut que je jette des cartes. Et ces cartes-là, j'aurais bien aimé les avoir un petit peu. On va toujours être dans ce dilemme de est-ce que je défausse? Est-ce que je défausse pas? Est-ce que je joue ma carte? Est-ce que je la joue pas? Rajoutez à ça que le jeu est difficile. Comme dans Planet Apocalypse, votre première partie, vous la perdrez indéniablement parce qu'il y a une vraie courbe d'apprentissage dans ce jeu et rajouter à ça un truc supplémentaire qui rend le jeu forcément comme Planet Apocalypse ultra grisant. Pour le moment dans le commerce il n'y a que ce scénario mais la réalité est tout autre. Ce jeu là, on est déjà à la 2e saison. Qui dit 2e saison dit surtout 10 tueurs différents, 10 lieux différents et 20 personnages différents. Dans chaque boîte de scénario, vous avez 2 Final Girl, un tueur, un lieu. Et donc vous imaginez bien que si vous achetez un autre scénario, vous avez la même chose et vous pouvez combiner tout ça. Et si vous avez comme moi absolument tout, vous avez vraiment un nombre d'heures absolument gigantesque, sachant qu'à chaque fois que vous gagnez avec une Final Girl, vous débloquez son objet fétiche, donc vous aurez envie de jouer avec les autres Final Girls pour gagner leurs objets fétiches, et vous aurez envie de rejouer une Final Girl pour jouer son objet fétiche. Chaque tueur et chaque lieu sont extrêmement différents. Dans ce lieu-là, rien de très spécial, le tueur est très basique, mais il est quand même assez costaud, donc c'est pas forcément le plus simple. J'ai fait par exemple ce scénario-ci avec ce lieu et ce tueur. Ce tueur, c'est le Poltergeist, et il est infâme. Mélangé à ce lieu, je pense que ça le rend en plus encore plus dur, mais ouais, waouh, qu'est-ce que c'était dur. J'ai fini par y arriver, hein, mais waouh. Évidemment, vous avez reconnu que ça fait référence à beaucoup de slasher movies. On a ici une référence à Freddy, ici une référence à Alien, ici une référence au Petit Chaperon Rouge. Si vous êtes friand de ce genre d'univers, déjà vous êtes servi. Le jeu regorge de plein de variétés de gameplay, de combats contre des tueurs, et le jeu pour moi est l'un des plus grisants auxquels j'ai joué depuis pas mal de temps. Je n'ai pas précisé, mais en fait ce jeu est plus ou moins une réédition ou une réadaptation d'un jeu déjà existant qui s'appelait Négociateur prise d'otage. La différence principale est qu'ils ont enlevé les choses un petit peu plus pénibles du jeu d'origine, et surtout ils ont apporté l'aspect plateau qu'il n'y avait pas dans Négociateur prise d'otage. Final Girl, c'est grisant. Dès que vous l'avez placé sur le plateau, vous n'avez qu'une envie, c'est ne pas le ranger tant que vous n'avez pas réussi à vaincre le méchant. Mais je vous encourage grandement à jouer Final Girl. Pour le moment, il n'y a que cette boîte, mais même avec que cette boîte, vous avez quelques parties en perspective, notamment parce que le méchant, vous pourrez l'affronter de différentes manières à chaque fois. Vraiment, ça vaut le coup. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, évidemment, il y a l'abonnement, le pouce bleu, mais il y a surtout un lien Philibert qui vous permet d'acheter les jeux dont je vous ai parlé. Mais ce lien Philibert a un petit truc en plus, c'est que si vous achetez ces jeux avec ce lien, vous allez m'aider un petit peu financièrement. Donc, si vous voulez me soutenir, il y a ce petit plus qui me permet de vous proposer encore et encore du contenu. Vraiment, jouer solo, surtout que pour moi, c'est des jeux qui pour moi en ce moment sont les plus grisants dans le sens où c'est vraiment une manière de penser pour jouer solo, et c'est pour moi le truc le plus grisant autour de tout ça. C'est comment rendre un jeu ultra intéressant alors qu'on restreint énormément le nombre de joueurs. Il y a des idées de gameplay, des choses comme ça que je ne retrouve pas ailleurs, et pour ça, les jeux solo pour moi aujourd'hui
aujourd'hui, c'est génial et je n'hésite plus à en acheter. Merci encore Yellow pour l'envoi de Under Falling Skies, et en plus de ça, il y avait 2 jeux Yellow finalement aujourd'hui, puisqu'il y avait Maze Escape aussi qui était chez Yellow. Donc merci beaucoup, et Under Falling Skies, vous avez compris surtout qu'il faisait partie de ceux que j'avais le plus de facilité à sortir surtout. Final Girl, voilà, j'adore, mais j'ai moins de facilité à le sortir et moins de plaisir immédiat à y jouer. J'aimerais avoir votre point de vue sur les jeux solo justement, et d'ici là, moi je vous dis, salut!